Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Avec les bouleversements liés au changement climatique, les attaques terroristes, racistes et les autres crises que nous rapportent les médias, nous assistons à un regain du survivalisme, c'est-à-dire la préparation active aux catastrophes par certains individus, plus inquiets, plus prudents, au moyen par exemple de techniques de survie, de premiers soins, de stockage de nourriture ou encore la construction d'abris. Mais que vient faire la science là-dedans, me direz-vous ? J'y arrive. Récemment se tenait la première québécoise de l'Odyssée de l'objet, un concours destiné à stimuler la relève scientifique avec un petit goût d'apocalypse. 164 jeunes du secondaire, âgés de 12 à 17 ans, ont conçu des objets destinés à la survie. Comme par exemple le cardio-pelto, un appareil électronique révolutionnaire accroché à une pelle qui communique avec la mitaine pour surveiller le rythme cardiaque de celui qui la manipule. C'est un objet qui a été réalisé par une équipe du Collège Sainte-Anne à Montréal. Ou encore le gant Alive, une alarme en cas d'agression à l'aide d'une simple pression sur un interrupteur placé au milieu de la pomme. Un accessoire écolo qui est installé sur un tissu constitué de 80% de bouteilles recyclées. C'était un objet réalisé par une équipe de l'école secondaire Évangeline à Montréal. Ce concours de création d'un objet thématique en 3D pour les jeunes du secondaire provient de la Belgique. Il se tient en Wallonie depuis 2002. Là-bas, il s'agissait de la 9e édition avec la participation de plus de 60 groupes d'élèves issus d'une trentaine d'écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ici, c'est le réseau Technosciences, l'organisme derrière les Expos Sciences et le Club des débrouillards, avec l'Association des designers industriels du Québec, l'ADIC, qui a mis sur pied ce projet grâce à un partenariat du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Le récent congrès des communicateurs scientifiques s'interrogeait sur comment intéresser les jeunes à la science lors de 2 ateliers. Ce nouveau concours vise l'instinct de survie et l'esprit inventif, ou je dirais même patenteux des adolescents. Vous voulez savoir quels ont été nos objets de survie coup de cœur? Restez là, je vous en parle tout de suite. Parler de design industriel et de survivalisme et surtout de l'Odyssée de l'objet, un concours destiné à encourager la relève scientifique. Je suis en compagnie de Marthe Poirier, la directrice générale de l'organisme Réseau Technosciences et responsable du programme aussi des Expos Sciences, je pense. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis en compagnie de Bertrand de Rome, le président de l'Association des designers industriels et directeur général de l'Institut de développement de produits. Bonjour. Bonjour. Donc, l'Odyssée de l'objet, c'était un concours belge qui, pour la première année, débarque au Québec. Pour quelle raison avoir choisi le thème de l'objet de survie? Peut-être Marthe Poirier? En fait, effectivement, en Belgique, ce concours existe depuis 2002. Il y a lieu 2 ans. Donc, c'est la première année que le ministère de l'Économie et de l'Innovation a acquis la permission de tenir la première édition. Le thème de la survie est vraiment choisi en Belgique. Évidemment, c'est différents thèmes qui ont eu lieu, eux, depuis 2002, mais le thème de la survie, c'est sûrement pour aller voir la créativité chez nos jeunes. Comment on voit la survie, peu importe l'endroit où nous sommes, et selon l'âge, parce que ce concours-là, c'était pour les jeunes secondaires, donc de 12 à 17 ans à peu près. Donc, à ce moment-là, les jeunes... Qu'est-ce que c'est pour eux la survie aujourd'hui en 2019? Oui, en plus, dans l'air du temps. Donc, quels ont été les objets les plus intéressants? Peut-être, Monsieur de Rome, parlez-nous des objets de survie. Oui, alors ça a été extrêmement intéressant d'ailleurs de voir, comme c'était évoqué, la créativité de nos jeunes et de voir la passion avec laquelle ils ont développé certains de ces produits-là. Et les approches ont été assez différentes déjà au sein des équipes québécoises, mais après ça, quand on comparait avec les équipes belges, on a vu que l'approche était assez différente. Alors, nos équipes québécoises ont pour la plupart abordé l'objet de survie comme étant un enjeu de survie si on est en exploration en forêt ou encore dans des situations critiques, par exemple dans le cas d'un incendie à la maison ou dans le cas d'attaques personnelles sur la rue ou dans les parcs. Donc, ça a été les principales approches utilisées qui ont amené donc des objets, dans certains cas, des extincteurs plus faciles d'accès à l'intérieur d'une résidence, des objets multifonctionnels qui permettent de se déplacer en forêt en ayant toujours sur soi de l'eau, de quoi faire un feu, de quoi se protéger. Et sinon, certains objets qu'on a vus aussi pour la santé et sécurité personnelle, allant de dispositifs qui permettent d'avertir si on se sent attaqué sur la rue ou dans un parc, ou encore un que j'ai trouvé particulièrement ingénieux d'une équipe qui avait commencé son initiative en faisant des recherches pour comprendre
dans quel contexte est-ce qu'on avait le plus de décès et de mortalité liés aux activités de plein air. Et ils se sont rendus compte que au Québec, un des principaux enjeux était les attaques cardiaques en situation de pelletage hivernal. Et donc, ça a amené au cardio-pelleto, une innovation quand même extrêmement intéressante pour des jeunes de secondaire dont on peut être parfois jaloux comme professionnel. En fait, c'est même un objet qui a eu un prix. Ça a été primé. Par rapport aux équipes belges, les Belges, est-ce qu'ils ont été plus dans la survivalisme et les catastrophes et ce genre de choses? On a senti effectivement qu'il y avait une préoccupation un petit peu plus grande vis-à-vis des enjeux des migrants d'une part. Donc, la question donc de survie en déplacement hors de chez soi, l'accès à l'eau, mais aussi quelques innovations extrêmement intéressantes, des échelles en fait un siège exactement qui se transforme en échelle quand on aurait besoin de sortir d'une fenêtre d'une habitation en multi-étage. Madame Poirier, c'était donc la première fois, et c'était à l'échelle du Québec ce concours-là. Donc, les équipes pouvaient être très différentes et justement amener des choses différentes. Comme vous avez eu en fait une équipe d'Iqaluit. Oui, Iqaluit ou Isalhuit, en fait, ma prononciation. Alors, oui, en fait, le concours était partout au Québec. Évidemment, le réseau Technosciences a reçu le mandat du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Puis par nos organismes membres, on a lancé en septembre dernier l'appel à toutes les écoles du Québec. Donc les enseignants qui voulaient participer, ils ont participé parce qu'une équipe pouvait être de 4 à 7 participants. Donc c'est un gros travail d'équipe. Et là, les jeunes du nord du Québec, comme partout au Québec, ont osé croire à la survie, puis travailler fort pour faire une conception. Donc, c'était vraiment à la décision de l'école. On a quand même eu une trentaine d'équipes là, pour une première édition qui ont participé. Ce qui est pas mal, c'est ça? Oui. Quels sont les principaux défis auxquels doivent répondre les jeunes en créant un objet 3D, Monsieur Derome? Je dois dire d'entrée de jeu que pour nous, à l'Association des designers industriels du Québec, on trouve cette initiative-là extrêmement importante parce que on est entouré dans la vie de tous les jours d'objets, de produits qui ont été développés par des designers industriels, mais c'est un des métiers les moins connus et qu'on comprend peu ou pas voir. On entend souvent parler d'ingénieurs et d'autres professions libérales, mais le design industriel est une profession qui est fascinante quand on la découvre, mais qui gagne à être mieux connue. Et donc, ce qu'on leur a demandé à ces jeunes, c'est de faire le parcours de ce qu'un designer industriel devrait faire dans sa pratique, qui est donc d'analyser les besoins ou les enjeux d'un utilisateur, comprendre quels sont le potentiel d'amélioration, soit de produits existants ou d'un produit à développer, et ensuite donc de le créer, donc à travers des exercices de créativité, de conception, pour arriver à une solution qui va pouvoir être mise en œuvre. Dans ce cas-ci, on leur imposait un objet physique, donc ça peut pas simplement être un service ou un produit dématérialisé, ce qui arrive de plus en plus aujourd'hui dans la pratique du design, mais donc on leur demandait de développer, de concevoir ce produit-là, d'en fabriquer un prototype dans un premier temps pour valider certains concepts, qui a permis à plusieurs équipes de se rendre compte que la première idée n'était pas forcément tout à fait ajustée aux besoins d'un utilisateur, pour arriver à une version finale qui soit présentable dans le cadre du concours et qui ont été extrêmement intéressantes à voir. Et pour présenter le projet, l'équipe soumettait son rapport de projet d'une part, mais aussi une vidéo qui a été extrêmement agréable à regarder pour les membres du jury, d'ailleurs, de voir. On voyait dans un 2 minutes de vidéo toute la passion de ces équipes-là à vouloir nous présenter le contexte dans lequel ils avaient identifié une problématique et des solutions qu'ils avaient mis de l'avant. C'était très beau à voir. En plus, par la suite de la présentation officielle au jury complet qui a été faite dans le cadre de l'exposition. Oui, il y a les Expo-Sciences, Sciences on tourne. Qu'apporte ce nouveau défi du côté pédagogique peut-être ou en fait, du côté pédagogique, effectivement, vous avez parlé, on a les Expo-Sciences, puis on a les défis technologiques. D'avoir l'Odyssée de l'objet fait en sorte que on va aller rejoindre d'autres jeunes. On va aller rejoindre d'autres jeunes, mais pour nous, c'est important de voir que le design industriel, c'est accessible. Donc, par le soutien des mentors, des designers, fait aussi avoir des modèles, l'accessibilité. Ils découvraient cette passion-là. On sait, on a des jeunes qui, pour eux, faut que ce soit un thème, faut que ce soit imposé, mais faut que ce soit large. On va aller rejoindre d'autres enseignants, d'autres jeunes, peut-être aussi d'autres jeunes qui font tous les projets, comme des enseignants passionnés vont faire tous les projets qui leur tombent sous les mains. Mais je pense que ça a permis de faire connaître effectivement le design industriel, de voir que ça existe. Puis des fois, juste allumer l'étincelle permet de dire, finalement, mes cours de sciences, technologie sont pas inutiles. Donc, je vais apprendre, je vais continuer à faire une démarche. C'est toujours la démarche derrière ça qui, pour nous, est importante pour voir après ça, j'ai fait une affiche, j'ai
parlé au public, j'en ai parlé avec passion dans mon vidéo. Donc, c'est une nouvelle clientèle qu'on a acquis à ce moment-là, puis qu'on a peut-être fait découvrir une certaine nouvelle carrière, pourquoi pas. Ouais. Quand on parle de relève scientifique, en ce moment, on pense beaucoup aux filles qui sont peut-être moins présentes. Est-ce qu'il y avait des filles? Est-ce qu'il y avait des équipes de filles? Plusieurs. D'ailleurs, l'équipe récipiendaire, du Grand Prix était une équipe principalement composée de filles. Et je dirais que, si on veut, le design industriel est aussi un des métiers de la science qui va chercher beaucoup aux sciences humaines également. Parce que oui, on formalise un produit d'un point de vue matériel, mais en amont de ce produit, de ce prototype qu'on va développer, il y a énormément analyse de besoins. Donc, il y a des enjeux de psychologie de l'utilisateur, de sociologie aussi, de comment est-ce qu'on comprend un objet, comment est-ce qu'il va être utilisé, partagé. Et donc, c'est une discipline en soi qui est extrêmement multifonctionnelle. Dans l'industrie, on en parle souvent comme étant l'équilibre entre l'ingénierie, le marketing et l'orientation stratégique d'une entreprise. Donc, ça fait appel à plusieurs fonctions. Et donc, à la fois aux sciences humaines, aux arts aussi, d'une certaine manière, parce qu'on le voit dans la formalisation de l'objet, on souhaite aussi qu'il soit agréable à utiliser, manipuler, mais à voir aussi. Et donc, on a un mélange de sciences humaines, d'art et de sciences plus techniques, sciences pures. Effectivement, on a rejoint autant les filles que les garçons à ce niveau-là parce qu'il y a un mélange. Et c'est pas uniquement une science qui est appliquée, mais c'est vraiment l'art, comme on mentionnait, l'aspect, la réflexion, la démarche. Donc, il y a eu des belles équipes de filles, autant de garçons là, qui ont exploré ce sujet-là. Créer un objet de A à Z, c'est tout un défi. Il faut penser au budget pour l'achat de matériel, mais aussi la conception en 3D, aux matériaux, à l'environnement, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des problèmes, des obstacles, des difficultés en cours de route pour les équipes, peut-être Madame Poirier? Je vous dirais oui, tout simplement. En fait, lorsqu'on a eu la chance, les 4 à 5 avril dernier, lors de l'événement qui s'est tenu au TAS à Montréal, oui, on a eu à discuter beaucoup avec les enseignants. C'était une première édition. Alors, les enseignants nous ont d'emblée mentionné quelques obstacles, quelques embûches, parce que effectivement, c'est nouveau pour eux aussi d'avoir à appliquer certaines normes ou certaines règles dans la production, la conception. Puis, ils nous mentionnaient que malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de temps dans leur période de classe. Évidemment, on parlait que les enseignants, je vous le disais tout à l'heure, étaient passionnés, donnaient beaucoup plus de temps à l'extérieur, sur leur heure de lunch. Alors, évidemment, nous, c'est des aspects qu'on va évaluer avec eux, on va regarder, parce que d'emblée, les jeunes étaient passionnés, puis ils voulaient quand même continuer à se réunir, puis continuer la réflexion. C'est pas ça l'obstacle. Donc, l'obstacle, c'est peut-être des fois dans le temps alloué, parce que tu as une équipe quand même de 7 participants. C'est un petit peu ça qu'ils nous ont mentionné, parfois du matériel à retrouver quand on est dans une région pas nécessairement tout près de la région montréalaise. Alors, tout ça, mais on va regarder cet aspect-là. On est en sondage présentement, on est en évaluation pour encore en sortir plus grandi après un événement, parce qu'on est en évaluation. Est-ce que le concours reviendra l'an prochain ou dans 2 ans? Donc, comme c'est un concours qui appartient à la Belgique, on est en discussion avec eux là, dans les prochaines semaines. Monsieur de Rome, c'est quoi que les principaux obstacles que rencontre un designer industriel généralement? Alors, ils sont multiples parce que d'un produit à l'autre, on va être confronté à des nouveaux enjeux des utilisateurs qui peuvent venir de communautés différentes d'une part. Ensuite, en fonction de si on veut concevoir un produit qui va être en plastique ou en métal, ça demande de connaître des procédés de transformation qui vont être différents de l'un à l'autre. Donc, on peut tout à fait comprendre que pour les équipes écoles, c'était tout un défi. Donc, de devoir apprendre au fur et à mesure de ce qu'ils développaient comme produit, comment réussir à le produire, à fabriquer un prototype et continuer dans leur démarche. Et c'est une des raisons pour laquelle on était très content de pouvoir avoir cette collaboration avec Technosciences et d'avoir un designer industriel qui accompagnait chacune des équipes écoles dans leur démarche. Ça a d'ailleurs été un projet très engageant pour la communauté du design industriel. On a vu les gens lever la main très rapidement pour devenir, si on veut, des coachs pour des mentors, oui, pour ces équipes, exactement. Ça, je pense que ça a été très valorisant pour plusieurs d'entre eux
qui ont aimé jouer ce rôle-là de partager leur savoir-faire et leur expérience. On va évidemment essayer de voir comment améliorer cette relation-là, comment rendre ça plus fluide, mais je pense que ça rajoute une richesse pour les écoles de pouvoir aller, par exemple, bénéficier du réseau de contacts que les designers industriels ont quand vient le temps d'aller faire une visite industrielle, donc d'aller rencontrer une entreprise, de visiter un lieu de production. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'aller derrière ces portes closes-là, et ça me semble enrichissant pour les élèves. Oui, chaque équipe a donc bénéficié d'un mentor. Pourquoi c'était important d'avoir un mentor pour ces jeunes? Bien, c'est important. En fait, vous savez, nous, on va prôner le soutien de la relève en sciences et technologies, que ce soit à l'Expo Sciences, il va avoir un mentor, il a le droit d'avoir un mentor. Demander de l'aide, puis demander du soutien, puis pour nous guider, c'est pas un empêchement. Au contraire, c'est ce qu'on souhaite, de dire, mais il y a un modèle qui existe, puis c'est quoi le design industriel? Puis nous, souvent, on va voir du produit fini, mais ça part d'où? Alors, je pense qu'il y a aucunement, mais en autant que nous, ce qu'on demande, c'est, dites-nous-le. Dites-nous-le que vous avez eu, oui, là, on le savait qu'il y avait un designer avec vous. Quelle est la part? Donc, les jeunes nous le disaient, lui, il nous a aidé à tel aspect. Puis après ça, on a décidé de nous-mêmes à continuer de cette façon-là. Ça a marché, pas marché, c'est pas grave, mais c'était vraiment, on a besoin du soutien parce que un jeune de secondaire 1 à secondaire 5, ils doivent continuer à acquérir de la connaissance aussi. Alors, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est agréable de voir que le milieu des professionnels s'investissent aussi pour la relève. C'était quoi On aurait aimé avoir des jeunes ce matin, malheureusement, il y a l'école. Mais c'était quoi, peut-être, les objets coup de cœur que vous avez eus? D'abord, peut-être, Monsieur de Rome, avec votre œil de designer, et je vais poser la même question à Marthe Poirier avec son autre œil. Alors, c'est toujours déchirant d'en choisir un plus qu'un autre, mais disons qu'il y a eu des approches que j'ai trouvées charmantes. D'une part, il y a une équipe, en fait, qui a abordé l'enjeu de survie en prenant un pas de recul, si on veut, puis en prenant la thématique d'un enjeu dont les étudiants de secondaire nous parlent beaucoup ces temps-ci, qui est l'enjeu du réchauffement climatique. Et donc, ils sont allés développer un outil de sensibilisation pour nous aider à comprendre comment certains objets du quotidien, certains types d'aliments, par exemple, peuvent entraîner plus un déséquilibre au niveau planétaire. Et donc, le jeu était un jeu d'équilibre pour tenter de garder un ours polaire en équilibre sur sa plateforme. Et en fonction du dé qu'on tirait, on devait poser des objets plus ou moins gros sur la plateforme, entraînant plus ou moins de déséquilibre. Donc, ça, c'était une approche qui était différente des autres, un second degré, si on veut, mais que j'ai trouvé extrêmement intéressante. D'autres ont été époustouflants dans la mesure où, au premier cycle, réussir à amener le cardio-pelto dont on parlait tout à l'heure à un niveau de fonctionnalité où on pouvait mettre un gant où notre pulsation cardiaque était mesurée et où le produit scintillait si les pulsations cardiaques montaient au-delà d'un niveau souhaité. C'était extrêmement impressionnant. Mais sinon, la sensibilité... sinon, je reviendrai sur la sensibilité que les équipes ont eue sur la volonté de trouver des produits, des matériaux écologiques en fonction de leurs applications, de tenter de trouver des matières recyclées, des matières recyclables. J'ai trouvé ça charmant. Et ça, c'était relativement généralisé dans l'approche des jeunes. Est-ce qu'il fallait qu'il fonctionne, l'objet? Alors, ça pouvait être comme un prototype, un premier jet d'idée? Au premier cycle, on avait des exigences qui étaient moins grandes quant à le niveau de similarité exacte du produit avec ce que serait un objet produit industriellement, alors qu'au second cycle, on leur demandait de se rapprocher un petit peu plus des matériaux utilisés. On s'est rendu compte que, par contre, malheureusement, dans certains cas, ça devient extrêmement difficile de faire un moulage plastique. Dans certains cas, les écoles ont des imprimantes 3D à l'école disponibles, donc qui font en sorte que c'est possible. Par contre, plier ou extruder du métal, c'était pas possible pour eux. Donc là, à ce moment-là, on considérait que l'utilisation d'un plastique, mais qui simulait le métal dans ce cas-là était tout à fait acceptable. Marthe Poirier, votre regard à vous? Mais mon regard, en fait, la première fois que je suis arrivée sur le site d'exposition, puis on les voyait en vrai, parce qu'on les avait vus en photo, c'était tout à fait impressionnant de voir, par exemple, comment ils voient ça, la survie? Puis moi, je vous dirais que c'est des bâtons de marche, mais pas un simple bâton de marche, mais un bâton de marche que quand on l'ouvre, là,
il y a toutes sortes d'objets dedans. Mais c'était aussi l'utilité d'avoir un objet qui peut servir à plusieurs choses, mais quand même assez compact. Fait qu'on voyait, dans le fond, les jeunes pensent à, oui, il faut avoir quelque chose, mais pas d'énorme, ça doit se promener, je dois être capable de l'apporter avec moi, mais il y a toutes sortes d'objets dedans. On l'ouvrait, puis là, il y avait les allumettes, il y avait les trucs pour si jamais il y avait un problème. Je vois que la survie était très liée avec lorsqu'on s'en va en randonnée ou est-ce qu'on s'en va à l'extérieur. Donc, les jeunes avaient cette pensée-là en termes de survie, même si certains ont regardé le côté santé. Mais c'est vraiment la vaste... moi, ça m'épate parce qu'ils sont très liés avec toujours l'actualité. Ils ont entendu parler sûrement des problèmes de pelletage au Québec. Bon, on a eu quand même un hiver. Ils sont très liés avec... lorsqu'ils s'amènent à une réflexion, on le voit, ils réfléchissent en fonction de l'actualité. Ils vont être quand même au fin de pointe. Et comme on mentionnait sur l'environnement, c'est quelque chose qui les touche. Dans des produits recyclés, des jeunes qui ont lavé des sacs de chips, je veux dire, ils ont y pensé de l'utiliser. Est-ce que ça serait exportable? Est-ce que c'était pas ça l'objectif? L'objectif, c'était de voir qu'est-ce que je peux utiliser autour de moi aussi. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Est-ce qu'il y a des objets qui pourraient être concrètement produits, Monsieur de Rome? Vous parliez du cardio pelleto tout à l'heure. Je pense qu'il y avait plusieurs produits qui ont été développés qui auraient un potentiel commercial, tout à fait, parce qu'ils ont bien fait leur devoir d'étudier une problématique, d'identifier une solution. Et je salue la capacité qu'ils ont eue, parce que je sais que dans les rapports, plusieurs l'évoquaient à quel point ça avait été un défi de travailler en équipe. Ils étaient quand même 6, 7, parfois 8 étudiants à travailler ensemble sur une équipe. Donc, juste le fait de pouvoir se rencontrer pour faire avancer le projet. Mais il semble avoir bien réussi à faire des ateliers ensemble, se répartir le travail et faire avancer des produits et les rendre très innovants. Et je pense qu'il y a des belles innovations dans les produits qui ont été développés là, dont on devrait s'inspirer dans des produits commercialisés, oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir des mentorats plus durables? Parce que l'idée est aussi, au-delà de ce concours-là qui est très intéressant, c'est d'amener les jeunes à continuer à s'intéresser aux sciences de manière durable. Eh bien, enfin, nous, du côté de l'ADIC, on va être très ouverts à poursuivre cette collaboration-là. Je pense que ça a été enrichissant à la fois pour nos membres, dans le fond, qui bien que sont des professionnels établis, qui pratiquent depuis des années, de sortir de leur contexte habituel de travail et d'une certaine manière de revenir avec un niveau de liberté qui est peut-être un petit peu plus grand que dans un contexte où un client vient avec un mandat très pointu et spécifique, là, de pouvoir élargir leur champ de pratique et de transférer vers les jeunes. Il y a plusieurs sont revenus vers moi en me disant à quel point ils avaient apprécié l'expérience et donc je sais qu'eux vont relever la main très certainement pour une prochaine expérience ou poursuivre celle-là. S'il y a une deuxième édition? On l'espère parce qu'effectivement, quand on parle, faut aller rejoindre l'ensemble des jeunes puis c'est par différents concours ou différentes créations qu'on peut aller en chercher plusieurs. Évidemment, il faut toujours penser, je suis d'accord, à une pérennité puis à s'assurer au niveau de la science, de la technologie, on s'assure qu'il y a une relève, mais qu'elle est toujours intéressée. Quand on parle de secondaire 1 qui a fait un objet, mais il faut le maintenir jusqu'en secondaire 5 et plus, ce jeune-là. Donc, c'est toute une façon qu'il faut, dans notre bilan, bien regarder pour une prochaine édition là, à ce niveau-là. Oui, mais de toute façon, la créativité était déjà là. Et puis, l'intérêt pour l'actualité est déjà là. Puis faire un objet, je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont aimé ça et juste de penser que c'était possible, peut-être de rendre ça possible, c'est déjà un pas dans la bonne direction, on va dire. Donc, merci beaucoup. J'étais en compagnie de Marthe Poirier, la directrice générale de l'organisme Réseau Technosciences, et de Bertrand de Rome, le président de l'Association des designers industriels, qui a collaboré donc à cette édition-là de l'Odyssée de l'objet. Merci. Merci. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonjour. Que ce soit pour le travail ou l'aménagement d'un bureau à la maison, on nous demande régulièrement des conseils pour l'achat d'une chaise de travail dite ergonomique. Je m'appelle Christian Pinsonneau, je suis ergonome certifié chez Antrac, spécialiste en ergonomie au travail. La capsule d'aujourd'hui vise donc à vous guider sur les caractéristiques importantes à considérer et les pièges qu'il faut éviter lors de l'achat d'une chaise. Soyez vigilants car ce n'est pas parce qu'il est indiqué ergonomique sur la chaise que celle-ci a nécessairement les bonnes caractéristiques. Lorsque vous passez plusieurs heures par jour à votre poste de travail informatique, votre chaise doit être bien entendu confortable, mais elle doit surtout bien soutenir votre dos,
Ne pas créer de posture contraignante aux épaules ou des points de pression. Voici donc un aperçu de 3 critères de base importants à considérer lors de l'achat d'une chaise. Critère numéro 1, le dossier doit comporter un appui lombaire ajustable. Cet appui est habituellement une bosse qui est située dans le bas du dossier. Cette bosse doit servir d'appui et pouvoir s'ajuster en hauteur de manière à être placée dans le creux au bas de votre dos. Le dossier doit également pouvoir être ajusté en angle pour que l'appui soit adéquat et confortable. Plusieurs fabricants offrent des chaises avec un dossier en filet, communément appelé dossier en mèche, qui n'offre pas un support adéquat car il se déforme. Ces chaises doivent être évitées pour une utilisation prolongée. Par ailleurs, d'autres modèles comportent un dossier en filet avec un support lombaire qui peut être ajusté en hauteur et même en profondeur. Bien qu'elles répondent aux critères d'ajustement recherchés, soyez vigilants car certains supports lombaires sont en plastique et peuvent créer une pression qui peut être inconfortable au bas du dos. Critère numéro 2. L'ajustement en hauteur de l'assise. Assurez-vous que cet ajustement soit adapté à votre stature et puisse descendre ou monter suffisamment pour que vos cuisses soient parallèles au sol, sans avoir de pression sous les cuisses. Si vous êtes de petite taille et que votre clavier est sur le bureau, il est possible que vous ayez besoin d'un appuie-pied pour éviter les pressions derrière les cuisses. Critère numéro 3. L'ajustement des appuis-bras. Assurez-vous qu'il puisse être ajusté en hauteur et placé tout juste sous les avant-bras sans que les épaules se soulèvent. Un appui-bras qui ne descend pas suffisamment peut créer une élévation sur vos épaules et des tensions. Selon la largeur de vos épaules et votre stature, il pourrait être intéressant de choisir des appuis-bras qui s'ajustent également en largeur. Toutefois, bien que les appuis permettent d'assurer un support des bras en gardant les coudes près du corps, sachez que certaines situations se produisent et ils ne sont à ce moment-là pas nécessaires ou pas essentiels puisque l'appui peut se faire sur la surface de travail. Pour les entreprises, il est important de mettre en place un processus rigoureux pour l'essai et la sélection d'un modèle de chaise qui permettra d'assurer le confort de l'ensemble des travailleurs, tout en maintenant l'uniformité, bien sûr, au niveau des aménagements. Ainsi, en plus de considérer le prix, la solidité des mécanismes, les garanties et l'apparence, il est important pour les entreprises de bien analyser les plages d'ajustement offertes par les fabricants pour chacune des composantes. En conclusion, pour vous aider dans votre processus d'achat, nous vous invitons à consulter une grille d'évaluation pour l'achat de chaises qui est disponible sur notre site Internet au www.antrac.ca. Cette grille regroupe un ensemble de critères généraux qui vous permettront de comparer objectivement différents modèles de chaises. En prenant le temps de bien choisir la chaise, de l'essayer et en l'ajustant adéquatement, vous pourrez ainsi assurer votre confort et être plus productif. Assurez-vous donc d'avoir un dossier qui comporte un appui lombaire ajustable, un ajustement adéquat de la hauteur de l'assise selon votre taille et un ajustement des appuis-bras en hauteur et parfois en largeur selon votre stature. Je vous remercie et bonne journée. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission lors des rediffusions de cette semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous redonne l'adresse sciencepresse.qc.ca. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science...